Ce remplacement du numéro 2 de France Télécom plutôt que le numéro 1, Didier Lombard, ça vous étonne? Vous en pensez quoi? C'est une idée complètement baroque. Je crois quand donc on a... Le nouvel arrivant étant Stéphane Richard. Oui, ça veut dire qu'on a 23, 24 suicides, que le PDG, M. Lombard, a eu des propos vraiment incroyables en parlant d'une mode de suicide, en disant aussi, pour montrer qu'il fallait changer de culture, ceux qui aiment la pêche au moule c'est fini. C'est un manque de respect des salariés qui... Mais là, c'est lui, donc lui, il ne part pas. Reste, justement, mais c'est lui qui aurait dû partir. Je crois que quand on est en responsabilité, ce qui s'est passé dans l'entreprise France Télécom, c'était à lui de partir. C'est une drôle de mesure que de virer, entre guillemets, le numéro 2. Et que vous expliquez comment? Je ne sais pas du tout pourquoi on ne veut pas que M. Lombard prenne ses responsabilités. Ce serait à lui de les prendre, d'ailleurs, sans qu'il soit démissionné par le gouvernement. La Poste est un établissement public. Un établissement public peut recevoir de l'argent, de l'État peut avoir de quoi se développer et se moderniser. L'État fait le contraire. Il a pris 500 millions d'euros de dividendes dans les caisses de la Poste pour essayer de renflouer les caisses de l'État qui sont vides. La Poste doit changer et elle change. Et la Banque Postale est en effet une bonne mesure qui permet à la Poste d'être présente dans le milieu rural. Mais quand on nous dit on va passer d'un établissement public à une société anonyme, si les mots ont un sens, société anonyme, ça veut dire privé. Ils nous ont fait le même coup avec Gaz de France. Je me rappelle encore Nicolas Sarkozy, à l'époque ministre de l'économie et des finances, jurant à la tribune de l'Assemblée nationale que l'État ne descendrait jamais en dessous de 70%. Il est descendu en dessous de 70%. Donc leur arrière-pensée, c'est la privatisation, d'après vous? C'est en tout cas un risque considérable et encore une fois, rien ne le nécessite. La Poste se modernise, la Poste travaille. L'Europe, je précise, ne demande pas la privatisation et société anonyme, les mots ont un sens, ça veut dire privatisation. Et moi je suis ravi et agréablement surpris du succès de cette votation citoyenne. 2 millions, je crois, d'hommes et de femmes qui ont dit leur refus de cette privatisation. Mais cette votation citoyenne, à la fois, elle est impressionnante par ce chiffre-là, mais en même temps, ça n'a pas de base légale. Enfin, je veux dire, quel est le but? Ça a le but de montrer qu'il y a une mobilisation considérable, au-delà, encore une fois, de ce que les organisateurs attendaient, et de demander avec insistance au gouvernement de mettre enfin en œuvre ce qu'avait promis, là encore, le président de la République. C'est possible de faire un référendum d'initiative populaire. Il suffit de faire voter une loi qu'on votera tous et d'aller au référendum. Comme ça, on verra bien quelle est l'opinion des Français. Pourquoi refuse-t-il le suffrage du peuple? Mais est-ce que vous avez vraiment le sentiment, j'allais presque dire sérieusement, qu'un référendum sur la Poste est quand même quelque chose de nécessaire dans un pays comme la France aujourd'hui? Je le crois parce que la Poste est finalement le dernier service public qui reste présent partout en milieu rural et c'est emblématique de la manière dont on a traité les problèmes des services publics. Les moderniser, les adapter, faire des maisons de services publics, tout ça est nécessaire. Mais changer de statut pour faire rentrer des entreprises privées au capital de la Poste, je crois que c'est la mauvaise manière de moderniser le service public. C'est en ce sens que le cas de la Poste est exemplaire. Alors ce référendum irlandais, le non d'abord, puis le oui aujourd'hui, vous en pensez quoi? Je pense que c'est une bonne nouvelle pour l'Europe parce que ça permet à l'Europe d'avancer. Mais ça n'est pas le cœur du problème. Je crois que Jean-Luc Mélenchon, qui a fait vigoureusement campagne pour le non, moi qui ai fait campagne pour le oui, nous nous sommes tous trompés. Le sujet n'est pas les institutions, le sujet n'est pas de savoir s'il y aura un président stable de l'Europe, s'il y aura un peu moins de commissaires. Le sujet, c'est de savoir quelle Europe on veut. C'est d'avoir précisément une Europe des services publics. Nous attendons par exemple une directive pour dire comment les services publics doivent évoluer tout en restant services publics. C'est une Europe de l'énergie. C'est complètement ridicule que chacun ait un ordre dispersé chez ses fournisseurs de gaz et de pétrole. Donc, et une Europe qui permette aux gens de résister aux délocalisations alors que l'Europe les accompagne. Donc la question c'est quelle Europe on veut, comment on redresse le cours de l'Europe, c'est pas les institutions, donc c'est pas le traité de Lisbonne. Pourquoi maintenant depuis des années vous suivez Ségolène Royal? Je suis un homme de fidélité, j'ai eu la fidélité pendant toute son existence politique à François Mitterrand. Et pour moi la fidélité à Ségolène Royal est du même ordre. Je crois que c'est la personne qui par sa force de caractère et sa capacité d'anticipation a le plus de chances de proposer une alternative au pays et c'est pourquoi je reste avec elle. Mais pourquoi veut-elle contourner le Parti Socialiste? Elle ne veut pas contourner, elle a dit dépasser. Ouais. Et dépasser, le mot a un sens précis. Ça veut dire qu'il faut construire au-delà du Parti Socialiste. Il faut d'abord que le Parti Socialiste soit fort. Il semble reprendre un peu des couleurs après ce référendum militant qui a lancé vraiment la rénovation avec, par exemple, les primaires. C'est extrêmement important d'avoir 3-4 millions d'hommes et de femmes qui viendront voter pour désigner le candidat des socialistes ou la candidate des socialistes et j'espère de la gauche à la présidentielle. Donc il faut que ce Parti socialiste soit fort, il faut qu'il ait les idées claires, il faut qu'il soit capable de répondre plus précisément, plus clairement, avec plus d'espérance aux besoins des gens. Et à partir de là, on a besoin d'un nouvel Épinay, on a besoin d'un rassemblement qui ira au-delà du Parti socialiste, mais pas en le contournant, pas à côté, en partant du Parti socialiste.